Bonjour, chers élèves, c'est M. Guémé. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'automatisme cardiaque. Donc, leçon que vous avez au programme cette année. Mais avant cela, donc je m'en vais un peu faire quelques rappels, n'est-ce pas, par rapport, n'est-ce pas, au cours. Donc, vous savez, chers élèves, que le cœur, c'est un organe musculaire qui fait partie donc du système circulatoire, qui joue un rôle extrêmement important dans la distribution du sang dans tout l'organisme. Et son fonctionnement, en réalité, se fait de façon réflexe, dans la mesure où on ne peut pas arrêter de façon donc, volontaire les battements de notre cœur. Donc, du coup, le cœur échappe un peu donc, à notre volonté. Maintenant, comment se fait-il que le cœur puisse battre sans que notre volonté, n'est-ce pas, y soit pour quelque chose? Donc, c'est ce que nous allons voir à travers cette leçon donc, qu'on appelle l'automatisme. Donc, l'automatisme n'est rien d'autre que la capacité que le cœur a de battre de façon euh, involontaire, donc sans que l'individu puisse, n'est-ce pas, contrôler cela. Mais d'abord, donc dans cette leçon, comment on va essayer de mettre en évidence l'automatisme cardiaque? Donc, mise en évidence, on va dire, de l'automatisme cardiaque. La mise en évidence de l'automatisme cardiaque. Alors, chers élèves, comme vous l'avez vu à travers le cours, que vous avez certainement vu en classe, qu'on peut mettre en évidence l'automatisme en utilisant un cœur complètement dénervé, donc un cœur qui n'est pas parcouru par un nerf. Et ce cœur peut même être sorti de l'organisme, donc on peut expérimenter ex situ, c'est-à-dire complètement en dehors de l'organisme. Et quand on fait cela et que le cœur est correctement perfusé, et généralement on utilise le liquide de perfusion, donc à savoir le ringer, ce cœur-là, on constate qu'il bat mieux, le cœur va battre avec un rythme beaucoup plus soutenu que s'il était dans l'organisme. Donc ceci nous fait comprendre qu'en réalité, le cœur a cette capacité, n'est-ce pas, de pouvoir fonctionner de façon autonome, de pouvoir fonctionner seul. Et ceci est la preuve que le cœur est doué d'un automatisme. Donc, le cœur est capable de battre seul sans que le système nerveux ne puisse intervenir, sans que le système nerveux ne le contrôle. Donc, ça, donc, la notion donc, d'automatisme. Maintenant, une fois qu'on a mis en évidence l'automatisme cardiaque, la question qui va nous intéresser après sera de savoir où se trouve le siège de l'automatisme. Qu'est-ce qui va permettre au cœur de pouvoir battre de façon autonome sans que le système nerveux puisse le contrôler? Donc, ça nous amène au deuxième point, c'est donc le siège de l'automatisme. Donc, où se trouve le siège de l'automatisme? Bon, pour cela, on a aussi expérimenté sur la grenouille, qui est un animal, n'est-ce pas, beaucoup utilisé dans la science, donc qui a permis beaucoup d'avancées scientifiques. Et ce cœur de grenouille, si on le regarde, il est constitué de trois cavités. Donc, à savoir les deux oreillettes, oreillette gauche, oreillette droite, mais également un seul ventricule. Donc, voilà comment le cœur de grenouille est organisé. Maintenant, une fois qu'on comprend l'organisation du cœur de grenouille, maintenant, il s'agira de voir où se trouve le siège de l'automatisme. Okay? Et pour cela, des expériences ont été réalisées par Stanus. Donc, on va dire ici, chez la grenouille, okay? Et pour la grenouille, on a eu à faire donc, les expériences de Stanus. Donc, expérience de Stanus. Maintenant, à quoi consistent ces expériences de Stanus?
Est-ce que quelqu'un peut me faire un petit rappel? Je vois Awasek, je vois Fanta qui sont là pour le moment, le temps que donc les autres arrivent. Il y a également Mohamed Soumaré. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut nous rappeler rapidement, n'est-ce pas, à quoi consistent les ligatures de Stanus? Oui, Soumaré, Mohamed. Mais un ligature entre l'oreille et les ventricules. Donc, vous pouvez répéter, Mohamed? Estonis met un ligature sur un cœur Mhm. entre l'oreille et le ventricule. Donc, l'oreillette et le ventricule. Bon, ça, oui, il a fait ce type de ligature, mais de façon méthodique. Il a d'abord fait une ligature à quel niveau? Dans le sinus veineux. Voilà, donc une ligature qu'il a appliquée, qu'on a appelée donc la L1. Donc, une ligature entre le sinus veineux et l'oreillette. Ok, c'est là où il a la ligature, donc l'oreillette droite précisément. Donc, c'est ça qu'on a appelé donc la L1. Et maintenant, quand il a pratiqué cette ligature L1, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Donc, et là, j'insiste sur ces éléments-là. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement important. Donc, que puisse donc retracer, n'est-ce pas, ces expériences. Donc, surtout dans le cas présent de l'automatisme cardiaque. Donc, Sanus a été un des grands, n'est-ce pas, monsieur, voilà, de l'automatisme cardiaque. Donc, il est important donc, que vous puissiez être en mesure, justement, de pouvoir, n'est-ce pas, expliquer ou même donner le protocole expérimental, n'est-ce pas, que Sanus a eu à faire et les résultats également obtenus. Bon, bien évidemment, l'interprétation qui accompagne tout ça. Donc, je répète encore, il a fait une ligature L1, donc on appelle la L1. La L1, c'est une ligature qui a été effectuée entre le sinus veineux et l'oreillette droite. Et quand il fait une telle ligature, qu'est-ce qu'il obtient comme résultat? Est-ce que quelqu'un peut rapidement nous dire? Oui, oui, Mohamed. On constate que l'oreille a arrêté de battre et que le Bon, ventricule que l'oreillette, a arrêté de se battre. oui, non, pas se Que le battre, on va ventricule, dire, voilà, ah, donc l'oreillette, pas se battre, mais l'oreillette arrête de battre. Bon, mais ce n'est pas que l'oreillette qui va arrêter de battre. Donc, non seulement l'oreillette va arrêter dans un premier temps, il y a également le ventricule. Donc, les deux vont s'arrêter pendant un moment. Et donc, alors qu'au même moment où oreillette et ventricule arrêtent de battre, il constate que le sinus veineux, lui, continue de battre normalement. Donc, sans qu'il y ait de perturbation de son rythme de fonctionnement. Donc, ça, c'est, n'est-ce pas, le résultat qu'il a obtenu avec la L1. Et donc, par rapport à cela, quelle déduction on peut faire tout de suite? on peut dire que le sinus veineux est le siège de l'automatisme cardiaque. Voilà, donc, le sinus veineux est responsable de la contraction de l'ensemble du cœur. Puisque si on l'isole, parce qu'en fait, la ligature L1, c'est juste un moyen de l'isoler avec le reste du cœur. Donc, si le reste du cœur, après isolement avec le sinus, s'arrête et que lui-même continue à battre, donc ça voudrait dire quelque part que ce qui est à l'origine du battement des oreillettes, du battement du ventricule, en réalité, provient du sinus. Parce que autrement, on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que donc, lui, il continue de battre, n'est-ce pas, alors que, n'est-ce pas, les autres ne battent pas. Bon, là, Ramatoulaye a posé un message disant voilà, qu'elle n'a pas encore vu l'exercice. Bon, on va y arriver parce que là, je suis en train de faire des rappels du cours, donc avant d'en arriver à l'exercice à proprement parler. Donc, Ramatoulaye, si tu m'entends. Donc, ici, on peut donc déduire que le sinus veineux est donc responsable de la contraction donc, du cœur. Maintenant, que fait Sanus après? Donc, il fait une deuxième ligature, donc on a appelé donc la L2. Et cette fois-ci, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il ligature entre l'oreillette, les oreillettes, on va dire, et le ventricule. Donc, de sorte à avoir un cœur complètement cloisonné. Donc là, on aura le sinus veineux d'un côté, complètement isolé. Nous aurons les oreillettes complètement isolées. Nous aurons également le ventricule complètement isolé. Donc, on a trois compartiments qui vont se créer
Donc, en isolant les oreillettes du ventricule. Donc, le sinus d'un côté, les oreillettes de l'autre et le ventricule. Et qu'est-ce qu'il constate quand il fait cela? Oui, qui peut nous dire rapidement? Oui, Awa? Si on sépare le sinus veineux, les oreillettes et le ventricule, Mhm, on constate que le sinus veineux continue à battre mhm. et Oui, le ventricule. et oui, Mais les oreillettes s'arrêtent. ça arrête. Très bien. Donc, on va constater que le sinus veineux va toujours battre et lui, son battement est toujours égal au battement du cœur, de l'ensemble du cœur. Donc, le battement normal du cœur, on va dire. Les oreillettes vont s'arrêter. Le ventricule va battre, mais à un rythme plus lent, n'est-ce pas, par rapport au sinus veineux. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut déduire que le Mhm, battement des ventricules mhm. ne dépend pas seulement du sinus veineux. OK. Que Euh, donc, mhm, c'est que les oreillettes mhm. dépendent du sinus veineux pour battre, pour Donc, fonctionner. là, autrement dit, que au niveau du ventricule, nous avons, n'est-ce pas, un centre propre au ventricule qui lui permet de battre, mais à un rythme beaucoup plus lent, certes, mais quand même, n'est-ce pas, le ventricule a une certaine autonomie de fonctionnement, une certaine autonomie de battement. Donc, ce qui n'est pas le cas pour les oreillettes qui, en réalité, ont en fait un centre inhibiteur qui va empêcher, n'est-ce pas, le battement des oreillettes si les oreillettes sont isolées. Mais que le sinus veineux, toujours, comme on l'a vu au début, et ici également, il bat normalement au rythme normal du cœur. Donc là, ça montre encore une fois qu'il est, n'est-ce pas, au cœur même, n'est-ce pas, du battement du cœur. Et enfin, troisième ligature que Sanus a effectuée, cette ligature en réalité consiste à enlever la L1, de sorte que cette fois-ci, nous avons sinus et oreillette qui sont en contact, en relation, mais ventricule étant isolé du reste. Et là, quand il le fait, il constate quoi? Que le sinus et les oreillettes vont battre normalement. Tout à l'heure, les oreillettes ne battaient pas quand donc elles étaient complètement isolées. Cette fois-ci, si les oreillettes et le sinus sont en contact, on voit que ces oreillettes sont entraînées ou seront entraînées par le sinus et donc vont battre normalement, ce qui n'est pas le cas pour le ventricule qui, lui, va battre, certes, mais beaucoup plus lentement que, que donc le reste du cœur. Et là, ça montre encore une fois que c'est le sinus veineux qui va imposer son rythme donc à l'ensemble du cœur et on le qualifie donc de pacemaker. Donc voilà, chers élèves, donc ce que Sanus a essayé donc de faire à travers ses expériences. Maintenant, ce qui va nous intéresser après, c'est quel sens il faut donner à ces résultats-là de Sanus. Quelle interprétation on peut en faire. Et ces interprétations nous ont amené à nous rendre compte qu'en réalité, au niveau de ce cœur, nous avions la présence de ganglions. Donc, la présence de ganglions. Donc, notamment, le ganglion de Remac. Bon, on va noter ça quelque part. Donc, on va dire ici, voilà, interprétation des résultats de Stanus. Okay. Maintenant, quelle interprétation il faut donner à tout ça? Donc, c'est que il existe au niveau du cœur des ganglions. Donc, on va dire quoi? Présence de ganglions. Okay. Donc, ces ganglions sont au nombre de 3. Donc, nous avons le ganglion de Remac, nous avons le ganglion de Bieder et nous avons le ganglion de Ludwig. Donc voilà les 3 types de ganglions qui existent au niveau du cœur
qui nous permettent, n'est-ce pas, d'expliquer les résultats obtenus par Stanus. En effet, nous avons la présence du ganglion de Remak au niveau du sinus, la présence de ganglion de Bieder au niveau du ventricule et la présence de ganglion de Ludwig, n'est-ce pas, au niveau de l'oreillette. Et donc, la capacité du sinus à battre, n'est-ce pas, toujours normalement, quelles que soient donc les ligatures posées, nous montre en réalité que c'est lui qui est à l'origine de l'automatisme. C'est lui qui impose son rythme à l'ensemble du cœur. C'est lui qui est le pacemaker. Pourquoi, n'est-ce pas, le sinus est comme ça? Parce que tout simplement, le sinus renferme un ganglion appelé ganglion de Remak qui est en fait à l'origine, n'est-ce pas, de l'automatisme cardiaque qui donc impose son rythme à l'ensemble du cœur. Et donc, à côté, nous avons la présence également de ganglions de Bieder qui explique le fait que le ventricule puisse continuer à battre s'il est complètement isolé, même si son rythme de battement est beaucoup plus lent que celui donc de l'ensemble du cœur. Et donc, ce ganglion de Bieder peut être considéré comme étant un centre secondaire. Et enfin, nous avons le ganglion de Ludwig qui, lui, en effet, en réalité, a un effet inhibiteur. Ce qui fait que quand on a isolé les oreillettes de l'ensemble, n'est-ce pas, du cœur, c'est-à-dire la ligature où on a L1 et L2 posés en même temps, donc qui compartimentent le cœur, donc on s'est rendu compte que les oreillettes se sont arrêtées. Maintenant, l'arrêt de ces oreillettes-là peut être expliqué par le fait de la présence de ce ganglion de Ludwig qui a en fait un effet inhibiteur. Donc, ce qui fait que quand ce ganglion n'est pas influencé par quelque ganglion que ce soit, donc l'effet produit au niveau des oreillettes est carrément donc ou simplement son arrêt. Donc, ce qui explique pourquoi donc on a obtenu l'arrêt des oreillettes quand on a isolé, n'est-ce pas, ces derniers par rapport donc au cœur. Et donc, chers élèves, avec les expériences de Sanus et l'interprétation qu'on en a effectuée en mettant en évidence donc la présence de ganglions qui expliquerait pourquoi le cœur est capable de battre de façon autonome, de façon indépendante, a permis de développer donc, ce qu'on a appelé la théorie neurogéniste. Donc, théorie neurogéniste. La théorie neurogéniste. Maintenant, qui peut nous rappeler rapidement cette théorie neurogéniste? C'est quoi la théorie neurogéniste? Oui, oui. Il y a une main levée, c'est Oui, M, je vois. Oui, la théorie neurogéniste, c'est la théorie à savoir que le siège de l'automatisme cardiaque se situe dans les ganglions du cœur. mhm. OK. Oui, qui dit mieux? Oui, théorie neurogéniste. Est-ce que quelqu'un peut dire mieux? Oui, alors? Monsieur, Oui, on peut dire que le théorie de neurogénisme est qualifiée de neurogène ou neurogéniste car elle implique le tissu nerveux intracardiaque. OK. Donc, voilà. En fait, quand on parle de théorie neurogéniste, donc neurogène, neurone, neurone, système nerveux. Donc, les ganglions en réalité sont des structures nerveuses. Donc, quand on parle de théorie neurogéniste, ça suppose que, en réalité, la capacité du cœur à battre de façon autonome s'explique par le fait de la présence de structures nerveuses que sont les ganglions. Et ça qui a fait naître donc cette théorie. Donc, c'est une théorie qui voudrait que le cœur fonctionne de façon automatique, mais sur la base de la présence d'éléments nerveux comme les ganglions. Donc, c'est pour ça qu'on parle de théorie neurogéniste. Est-ce que tout le monde comprend? C'est bon.
Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle donc la théorie neurogénique. Donc, je répète encore, la théorie neurogénique, c'est une théorie qui voudrait expliquer l'automatisme cardiaque sur la base de la présence de structures nerveuses que sont les ganglions. Donc, ça qu'on appelle donc la théorie neurogène ou la théorie neurogéniste. Mais cette théorie, en fait, a été controversée parce que, bon, ça, c'est le charme un peu de la science. Donc, tout n'est pas gagné d'avance, tout n'est pas acquis. Donc, il y a toujours, n'est-ce pas, des remises en question qui amènent sur d'autres pistes de réflexion qui peuvent parfois donner des résultats auxquels on ne s'attendait pas. Et ce qui s'est passé justement avec cette théorie, parce que, bon, on s'est rendu compte plus tard que, bon, c'est vrai qu'à un moment donné, ça a fait loi, cette théorie. Mais après, n'est-ce pas, comme je dis, n'est-ce pas, d'autres scientifiques, toujours en s'intéressant à la question, se sont posés des questions et sont amenés justement à remettre en cause cette théorie. Comment cette théorie a été remise en cause? Donc, ceci chez les cœurs de mammifères. Donc, ici, ça nous amène à donc, B, on va dire. Chez les mammifères. Donc, qu'est-ce qui s'est passé chez les mammifères? Donc, des expériences ont été effectuées et des observations ont été faites. Et le résultat, c'est de voir, de constater que le cœur peut battre sans que le système nerveux ne soit en place. Et là, ça crée un gros problème. Parce que si on dit que l'automatisme cardiaque, n'est-ce pas, peut être expliqué par la théorie neurogène, cette théorie neurogène, comme on a dit tout à l'heure, est une théorie qui se fonde, qui se base sur la présence d'éléments nerveux que sont les ganglions. Donc, comment peut-on expliquer le fait que le cœur puisse commencer à battre au moment où le système nerveux n'est même pas encore en place? Donc, ça a été un gros problème. Et maintenant, des expériences donc, ont été continuées, des investigations, et on s'est rendu compte au finish qu'en réalité, ce qui permettait au cœur de battre réellement, de façon autonome, ce n'était pas, n'est-ce pas, les ganglions. Mais en réalité, il existe, n'est-ce pas, un tissu spécial appelé tissu nodal qui était en fait à l'origine de l'automatisme. Notez ça. Donc, existence d'un tissu nodal. Et donc, ce tissu est constitué, en fait, est constitué de cellules de type embryonnaire, donc regroupées en nœuds et en faisceaux. Et donc, les nœuds, c'est quoi? Nous avons le nœud, oui, qui peut nous rappeler les nœuds. Oui, qui peut nous rappeler les nœuds. Le nœud sinusal, Oui, nœud septal ouais, OK. Et les et le faisceaux? faisceau de OK. His. Le faisceau de His. Et enfin, nous avons il manque un Réseau élément, le réseau de Purkinje, je pense. le réseau de Purkinje. Voilà, Donc, voilà, Purkinje. voilà. Donc, voilà les différents éléments qui forment en fait le tissu nodal. Donc, dans le tissu nodal, on va donc noter, nous avons le nœud sinusal, nous avons le nœud septal, nous avons le faisceau de His, et nous avons le réseau de Purkinje. Donc, voilà les 4 éléments donc, qui forment le tissu nodal. Et donc, on a montré qu'en réalité, l'automatisme cardiaque n'était pas dû aux ganglions, comme on l'avait pensé avec Stanus, mais qu'en réalité, cet automatisme était expliqué par la présence d'un tissu spécial appelé tissu nodal, qui est constitué par 4 éléments, donc que sont le nœud sinusal qui est localisé
n'est-ce pas, au niveau de la paroi de l'oreillette. Nous avons le nœud septal, qu'on appelle également le nœud auriculo-ventriculaire, qui est situé au niveau de la cloison auriculo-ventriculaire. Nous avons le faisceau de His, qui est en fait un prolongement du nœud septal, et n'est-ce pas, et qui longe un peu les ventricules. Et enfin, nous avons le réseau de Purkinje, qui est en fait une ramification, n'est-ce pas, à l'intérieur, n'est-ce pas, du myocarde. Donc, c'est ces éléments-là qui expliqueraient l'automatisme cardiaque. Et ces éléments, si on les regarde de plus près, on se rend compte qu'en réalité, ce sont des éléments de type musculaire. Et donc, puisque ce sont des éléments de type musculaire, cette théorie qui s'appuie sur le tissu nodal a donc été appelée la théorie myogéniste ou myogène. Donc, théorie myogéniste ou théorie myogène. Donc, qui peut nous rappeler, c'est quoi la théorie myogène? Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler, c'est quoi la théorie myogène ou myogéniste? Monsieur, Oui. le théorie myogéniste. La théorie myogéniste. pense que l'origine de l'automatisme cardiaque se trouve dans le myocarde, en particulier le myocarde sinusal. Le myocarde sinusal. Ok. Bon, le myocarde, quand on parle de myocarde sinusal, là, ça localise un peu, n'est-ce pas, l'élément central. Donc, le pacemaker qu'on avait déjà avec les ligatures de sinus. Mais de façon simple, quand on parle de théorie myogéniste, ça nous renvoie à quoi, en fait? Lamine, je vois que son micro est ouvert. Il veut parler ou... Ok, bon, je pense qu'on l'a raté. Peut-être qu'il va revenir. Donc, de façon simple, quand on parle donc de théorie myogéniste, c'est en fait une théorie qui voudrait expliquer l'automatisme cardiaque en se basant sur un élément de nature musculaire. Donc, tantôt, j'ai dit que en fait, le tissu nodal était en fait un tissu de nature musculaire. Et donc, puisqu'il est de nature musculaire, puisqu'il est censé expliquer l'automatisme cardiaque, donc d'où la théorie myogéniste. Donc, quand on dit myo, c'est muscle. Donc, myo, ça dit muscle. Donc, la théorie myogéniste, c'est une théorie, encore une fois, qui explique l'automatisme cardiaque en se fondant sur des éléments de nature musculaire. Et ici, les éléments de nature musculaire, n'est-ce pas, ne sont rien d'autre que, en réalité, le tissu nodal. Donc, voilà les deux théories donc, qui ont été mises en place, qui ont été proposées pour essayer d'expliquer donc l'automatisme cardiaque. C'est bon? Donc, maintenant, laquelle plutôt de ces deux théories il faut, n'est-ce pas, on va dire, aller avec ou bien retenir. Donc, ici, tout à l'heure, j'ai dit qu'avec la théorie neurogène, donc les neurogénistes ont voulu expliquer cet automatisme en se fondant sur les ganglions nerveux. Mais ces ganglions nerveux qui appartiennent au système nerveux ne sont pas à même d'expliquer l'automatisme dans la mesure où un cœur peut battre avant même que le système nerveux ne se mette en place. Donc, comment, dans ces conditions-là, on peut vouloir expliquer l'automatisme cardiaque en se fondant sur des éléments nerveux qui ne sont même pas là quand le cœur peut battre ou bien peut commencer à battre. Et c'est là où, justement, cette théorie myogène, aujourd'hui, rend mieux compte, n'est-ce pas, de l'automatisme cardiaque avec le tissu nodal qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est constitué, n'est-ce pas, de nœud sinusal, du nœud septal, du faisceau de His et du réseau de Purkinje. Et donc, ce tissu étant de nature musculaire, ce qui a permis, n'est-ce pas, d'évoquer ou de parler de la théorie myogéniste. Donc voilà, chers élèves, ce qu'il faut comprendre de l'automatisme cardiaque.
Donc, pour rappel, l'automatisme cardiaque, c'est quoi? La capacité du cœur à battre de façon indépendante sans que le système nerveux ne puisse l'influencer ou ne puisse imposer son fonctionnement. Parce que le cœur est capable, n'est-ce pas, sans aucune, n'est-ce pas, connexion nerveuse, à battre indépendamment. Et donc, cette indépendance, le cœur-là, pourquoi? Parce qu'il contient en lui-même des éléments intrinsèques qui lui permettent de fonctionner de façon indépendante. Et ces éléments intrinsèques ne sont rien d'autre que le tissu nodal qui est, n'est-ce pas, au cœur de la capacité du cœur à battre de façon indépendante. Et ceci a permis d'élaborer une théorie qu'on a appelée donc la théorie myogène ou myogéniste, qui explique aujourd'hui comment le cœur peut battre, n'est-ce pas, sans que le système nerveux ne puisse l'influencer. Et en regardant le rythme que le cœur a en dehors de l'organisme, qui généralement est un rythme beaucoup plus soutenu, beaucoup plus important, nous permet de dire qu'en réalité, le cœur, quand il est dans l'organisme, a une tendance, n'est-ce pas, bien, tend à être modéré. Alors que si le cœur est en dehors de l'organisme, son rythme de fonctionnement est beaucoup plus élevé. Et donc là, ça montre que le système nerveux, en général, a ou exerce une action modératrice sur le fonctionnement du cœur. Et ça, vous le verrez en détail quand on va parler donc, n'est-ce pas, de l'activité cardiaque ou de la régulation de l'activité cardiaque avec, n'est-ce pas, le système nerveux qui joue un rôle, n'est-ce pas, dans le système sympathique, parasympathique, donc dans, n'est-ce pas, la modération du fonctionnement cardiaque. Donc voilà, ces élèves, ce que je voulais amener en termes, n'est-ce pas, de rappel. Peut-être juste terminer sur une chose, sur maintenant les activités électriques du cœur. Donc, puisqu'on va l'aborder également dans le cadre de l'exercice que je vous propose, en réalité, au niveau de ces nœuds, on a constaté qu'il y a en fait la naissance de potentiel d'action, donc de façon spontanée, qui commence d'abord au niveau du nœud sinusal avant de gagner l'ensemble du cœur. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, le seuil de dépolarisation qui se trouve au niveau du nœud sinusal était beaucoup plus bas que le reste du cœur. Ce qui fait que les potentiels d'action vont naître spontanément au niveau du nœud sinusal avant de gagner l'ensemble du cœur. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, ce nœud sinusal va imposer son rythme à l'ensemble du cœur, puisque étant le premier à se dépolariser, étant le premier à voir naître des potentiels d'action qui vont donc gagner l'ensemble du cœur. Et donc, on peut enregistrer donc l'activité électrique du cœur à travers des enregistrements qu'on appelle donc des électrocardiogrammes. Donc, voilà ce que je voulais dire chez les élèves. Maintenant, s'il n'y a pas de questions particulières par rapport au cours, on peut maintenant en arriver à l'exercice que je vous propose aujourd'hui, n'est-ce pas, qui en réalité ne traite pas que de l'automatisme cardiaque, mais parle un peu, n'est-ce pas, plus ou moins du fonctionnement du cœur. C'est bon, on peut y aller? Oui, c'est bon. OK. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut nous lire l'exercice? Normalement, que vous avez sous les yeux. Oui, Soumaré. L'activité cardiaque a été mise en évidence par des enregistrements notés A, B et C sur le document 1. Le cœur fonctionne selon une succession de cycles. 1. Petit 1. Précise les limites d'un cycle en utilisant les lettres portées sur l'axe X, puis définit et calcule la fréquence cardiaque. OK. Donc, on va s'arrêter à cette première question. Donc, on nous dit que l'activité cardiaque a été mise en évidence par des enregistrements qu'on a notés A, B, C, que donc vous voyez sur le document 1. Et maintenant, ce qu'on demande de faire, c'est de préciser les limites d'un cycle en utilisant les lettres qui sont portées sur l'axe. On demande de définir, n'est-ce pas, c'est quoi la fréquence cardiaque.
Donc, c'est quoi un cycle? Et on demande de calculer la fréquence cardiaque. Maintenant, si vous regardez le document, chers élèves, bon, on va un peu voir le document ensemble. Voilà, voilà. Donc, comme vous le voyez ici, donc nous avons un document qui nous donne en fait la pression en kPa. De quoi? De l'aorte. Donc, on a la pression intra-aortique, donc l'artère aorte. On a la pression intraventriculaire, donc du ventricule. On a la pression intra-auriculaire, donc de l'oreillette. Et en B, nous avons en fait les bruits du cœur, donc en B. Et en C, nous avons justement l'activité électrique du cœur, donc l'électrocardiogramme. Et en bas, donc nous avons la base de temps, n'est-ce pas? Et tout à fait en bas, nous avons l'axe X où on a justement les lettres A, B, C, D jusqu'à G. OK? Maintenant, la question, c'était donc de préciser, voilà, de préciser les limites d'un cycle en utilisant les lettres. Maintenant, c'est quoi un cycle? Donc, je reviens sur le document. Voilà. Ici, c'est quoi un cycle d'abord? C'est quoi un cycle? Quand on parle de cycle, c'est quoi un cycle? Oui? Est-ce que quelqu'un peut nous dire qu'est-ce qu'on entend ici par cycle? Oui? La contraction et le... Non, la systole, le systole et le diastole. C'est sol et diastole. Oui. Bon, qui dit mieux? De façon générale, hein, sans même de façon générale, hein, sans même peut-être parler forcément du cœur. Mais quand on parle de cycle de façon générale, dans la généralité, le cycle renvoie à quoi? Un cycle renvoie à quoi? Oui, Marseille? Un trajet, un trajet. Hein? Trajet. Trajet, non, pas trajet. J'ai pas dit circuit, mais j'ai parlé de cycle. Circuit, oui, on peut comprendre trajet, circuit. Mais là, je parle de cycle. Une révolution. Une révolution. Oui, la révolution, c'est un cycle. Donc, ça, c'est un cas particulier. Mais quand on parle de cycle, en fait, c'est une répétition d'un ensemble d'événements dans le temps. Donc, une répétition d'un ensemble d'événements dans le temps. Donc, ça donne un cycle. Donc, ici, quand on regarde, n'est-ce pas, les enregistrements, effectivement, on voit l'enregistrement montre l'activité du cœur. Mais on a une certaine répétition de l'activité. Maintenant, comment au niveau du graphe ou des graphes, on peut percevoir cette répétition-là? Donc, ça veut dire quoi? C'est un ensemble d'événements qui se répètent. Donc, ça veut dire quoi? On commence un point A vers un point B et le même point A ou B se répète dans le temps. Donc, là, on a défini un cycle. Donc, de ce point de vue, quand on regarde ce graphe-là, et si on regarde la consigne, donc qui nous demande donc d'utiliser les lettres pour préciser donc le cycle, de quel point à quel point vous pensez qu'on peut parler de cycle, sachant que le cycle, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un ensemble d'événements qui se répètent dans le temps. Donc, quels sont les événements notés au niveau des graphiques qui nous semblent ou qui se répètent ou nous semblent se répéter?
Oui, Mohamed, De A jusqu'à E. de A jusqu'à E. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Il dit de A jusqu'à E. Est-ce qu'on peut considérer que quand on commence à A, le phénomène se termine à E. Et à partir de E, le même phénomène recommence. C'est ça le cycle, en fait. Non, de F jusqu'à F. De Jusqu'à F. jusqu'à F. Voilà, très bien. Donc, de A jusqu'à F. Donc, de A jusqu'à F, on voit que c'est un même phénomène. Mais à partir de F, on voit que le phénomène qu'on avait commence à reprendre. Donc ici, le schéma a juste montré l'acte auriculaire qui a commencé à reprendre. Mais si on avait continué, on aurait eu également l'enregistrement concernant l'activité ventriculaire. Donc, ici, les limites, c'est de A jusqu'à F. OK? Donc, on va dire, les limites, donc c'est de A à F. Voilà. Donc, de A à F, donc nous avons les limites du cycle. Parce qu'à part de F, on constate que les mêmes phénomènes qu'on avait commencent à recommencer, donc commencent à reprendre. Donc, ce sont donc ces deux-là, n'est-ce pas, points A et F, qui vont constituer en fait donc ce qu'on appelle la délimitation du cycle cardiaque, n'est-ce pas, ou les limites cardiaques. Donc, on va dire les limites même ajoutées du cycle cardiaque. Donc, c'est de A à F. Maintenant, on demande après de définir la notion de fréquence. C'est quoi une fréquence? Oui, qui peut nous dire? Oui, Mohamed, C'est la succession de cycles. c'est la succession Du cycle. du cycle. Oui. Hmm. Bon, qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Personne? C'est quoi la fréquence cardiaque? OK. Bon, je vois qu'il n'y a pas de main qui se lève. Mais si on dit, je prends le cas qu'on appelle ça, des potentiels d'action, que vous avez vu. Donc, on parle de fréquence de potentiel d'action. Maintenant, quand on parle de fréquence de potentiel d'action, vous considérez quoi comme étant la fréquence? Les potentiels d'action. Oui. C'est-à-dire que si on parle de potentiel d'action maintenant, quand on parle de fréquence de potentiel d'action, vous pensez à quoi? Ça nous renvoie à quoi? Magay? Le battement par minute, non nombre de battements par minute. Voilà, le nombre de battements par minute. Bon, Oui. voilà. D'accord, c'est ça que j'attendais. Bon, maintenant, si c'est le potentiel, c'est le nombre de potentiels d'action. C'est ça la fréquence? Le nombre de potentiels d'action. Maintenant, dans le cas, n'est-ce pas, de l'activité cardiaque ici, quand on parle de fréquence cardiaque, ce n'est rien d'autre que le nombre de battements par minute ou le nombre de cycles par minute. Parce que chaque battement, en réalité, correspond à un cycle. OK? Donc, le cycle, on vient de dire que c'est de A à F, c'est ça le cycle. Maintenant, quand on parle maintenant de fréquence, c'est le nombre de cycles par minute ou le nombre de battements par minute. Donc, ça qu'on appelle donc une fréquence cardiaque. Donc, on va dire fréquence cardiaque égale nombre de cycles ou de battements par minute. OK. Après, on demande quoi? À la suite, on nous demande de calculer la fréquence cardiaque, cette fréquence-là. Maintenant, d'après vous, comment on peut calculer la fréquence ici? Comment on va faire le calcul de la fréquence? Oui? Qui va se lancer? Comment on va calculer ici la fréquence, d'après vous? Oui, Magay? Oui, Magay? Massey plutôt? Mhm. Le débit cardiaque sur volume. Rythme cardiaque sur volume. Sur volume, oui. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait. Quelqu'un d'autre? On peut faire 1 sur le temps. Comment? 1 sur période. 1 sur période. Hmm. Oui. Et la période, c'est quoi ici? Le temps, le battement par minute. Hmm. Ah, mais quand on dit le calculer, en fait, on s'attend à avoir donc une valeur chiffrée.
Hein? Sarr, série On peut faire 60 sur intervalle de temps. 60 sur intervalle de temps. Oui. Quel sera l'intervalle de temps ici? Entre, Oui. Quel sera l'intervalle de temps? entre quel point? Oui, c'est ça que je demande. Entre quel point? Par exemple, on va faire B moins A. D moins A. Oui. D moins B, A. Hein? B moins A. B moins A. Bon, mais c'est pas précis, hein. Quand vous dites B moins A, qu'est-ce que vous entendez par B? C'est quoi B? C'est quoi A? Donc ici, le raisonnement très simple à faire, c'est, tout à l'heure, c'est pas pour rien qu'on a demandé d'abord les limites du cycle. Donc, encore une fois, le cycle correspond à un battement. Donc, le battement, on va dire, c'est le fonctionnement complet du cœur. OK? Et maintenant, ce battement ou ce fonctionnement complet du cœur se répète. Donc, c'est ça qui donne donc les battements. Maintenant, si on connaît la durée d'un cycle, sachant que ce cycle se répète plusieurs fois dans le temps, OK? Donc, il suffit donc de chercher, comment on appelle, la durée d'une période, la durée d'un cycle, la durée d'un battement. Et si on connaît la durée de ce battement-là, OK? Sachant que la fréquence, on l'a dit, c'est le nombre de battements par minute. Donc, on peut calculer cette fréquence-là. Donc, combien de battements on pourra avoir en une minute, sachant que un battement dure X secondes ou X millisecondes ou X minutes. Donc, ici, c'est en secondes. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc, maintenant, je répète encore, le raisonnement simple à faire, on demande de chercher la fréquence. Or, on sait que la fréquence, c'est le nombre de battements par minute, le nombre de cycles par minute. Donc, si on connaît la durée d'un cycle, la durée d'un battement, ça nous permettra de connaître en une minute combien de battements on peut faire. Vous me suivez? Oui. Et donc, ici, le problème, c'est de chercher d'abord à déterminer la durée d'un cycle, la durée d'un battement. Or, le cycle, on a donné les limites. On sait que les limites, c'est de A à F. C'est pour ça qu'on a posé cette première question-là. Donc, si on connaît les limites, regardons quel temps nous avons par rapport à cette limite-là. Et si on connaît le temps par rapport à cette limite, on pourra maintenant chercher combien de battements, combien de cycles on pourra avoir si on considère un temps de 1 minute. Vous me suivez? Oui. OK. Maintenant, c'est quoi la durée d'un cycle ici? Sachant que le cycle, ce qu'on a ici, complet qu'on a ici, ça va de A à F. Oui? Qui va nous dire la durée, c'est de combien ici, de secondes? À peu près 0,8. 0,8. À peu près. Voilà, très bien. Donc, effectivement, si on regarde la barre de temps, OK, entre A jusqu'à F, c'est 0,8 secondes en réalité. Parce que vous avez AD, vous avez 0,5. Au niveau de G, vous avez 1. Donc, F, on va estimer ça. Donc, c'est 0,8 secondes. Donc, on va considérer que la durée du cycle étant de 0,8. Donc, on va dire durée du cycle d'un cycle est égal à 0,8 secondes. Ce OK? n'est pas 0,8.
0,8 secondes, oui. Durée d'un cycle, c'est 0,8 secondes. Maintenant, en une minute, combien de cycles on pourra avoir en une minute? Okay? Et ça, si on le détermine, ça nous donne donc la fréquence. Parce que la fréquence, encore une fois, c'est le nombre de cycles par minute. OK? Vous me suivez? Donc, ça donne quoi? Donc, fréquence cardiaque, FC. Donc, ça va donner par quoi? Par le temps. Donc, une minute, pour nous, c'est 60 secondes. OK? Donc, ça nous fait 60 secondes divisé par 0,8 secondes. Et là, ça nous donne une valeur de combien? Si vous faites le calcul, normalement, vous trouvez combien? Vous avez combien? 75. Voilà, très bien. Donc, ça fait 75 battements par minute. Donc, ici, nous avons un cœur qui bat avec une fréquence de 75 battements à la minute. Voilà ici la fréquence. Donc, comment on a fait? Très simple. Donc, on a déterminé la durée d'un cycle. Ici, cette durée, ça vaut 0,8. Et maintenant, on a estimé la fréquence en une minute. Donc, on cherche dans une minute, ça fait 60 secondes. Combien de 0,8 secondes nous avons? Donc, nous avons 75, n'est-ce pas, 0,8. Donc, ça nous donne 75 battements par minute. Donc, voilà comment on calcule donc la fréquence. Donc, pour faire simple, pour calculer une fréquence, cherchez toujours à avoir la durée du cycle. Quand vous avez la durée du cycle, regardez en une minute, n'est-ce pas, combien de cycles vous pouvez avoir en une minute. Et donc, si vous avez cela, donc ça vous donne en réalité la fréquence. Ici, si on fait le calcul, donc ça nous donne 75 battements par minute, ou 75 cycles par minute, ou, si vous voulez, 75 révolutions par minute, parce que chaque cycle correspond à une révolution cardiaque. Chaque battement correspond à une révolution cardiaque. Donc, en une minute, on peut faire 75 révolutions, 75 battements. C'est clair? Oui. OK. Maintenant, on va progresser rapidement avant que le temps nous coince un peu. Donc, la deuxième question, on demande de préciser voilà, donc je reviens à l'exercice, de préciser sur la copie pour l'enregistrement A, les événements se déroulant au repère B, C, D et E. B, C, D et E. Bon, on revient à notre document. Donc, vous avez les repères B, on a dit, OK, C, D et E. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ces repères-là? Donc, d'après vous, au niveau de B, qu'est-ce qui se passe au niveau de B? Quels sont les événements qu'on peut noter au niveau de B? Regardez bien le B et regardez l'enregistrement en haut. Oui, Marseille? Mohamed? La fin du diastole auriculaire. OK, fin de diastole auriculaire. Oui, oui, on peut dire ça, mais aussi, mieux encore, qu'est-ce qu'on peut dire en plus? Parce que c'est vrai que ici, n'oubliez jamais que nous sommes dans une logique de fonctionnement du cœur. Et quand on est dans cette logique-là, toutes les sutures, n'est-ce pas, seront impliquées. Maintenant, quand on a, n'est-ce pas, une systole auriculaire suivie d'une diastole auriculaire, c'est la phase ascendante, c'est la systole auriculaire, la phase descendante, c'est la diastole, on va dire. Mais on sait que quand on est dans une phase de diastole,
au niveau ventriculaire, nous avons quoi? Un remplissage de sang. Vous me suivez? Hein? Quand nous sommes dans une Oui, systole, ce sont les phases de contraction. Les diastoles sont des phases de repos. Donc, quand on est en diastole auriculaire, donc qui correspond, n'est-ce pas, à B, où on a la fin de la diastole, donc, pendant ce temps-là, le cœur ou le ventricule se charge de sang. Mais quand le ventricule se charge de sang, ça veut dire quoi? Après que le ventricule se soit chargé en sang, qu'est-ce qui se passe? On ferme les valvules. Parce que n'oubliez pas que dans l'organisation générale du cœur, nous avons des cloisonnements. Les oreillettes sont cloisonnées par rapport au ventricule. Et le cloisonnement ici est réalisé par les valvules auriculo-ventriculaires. Donc, on peut aussi considérer que oui, la phase B, c'est la fin, n'est-ce pas, de la diastole auriculaire, mais aussi en termes, n'est-ce pas, de comportement du cœur, ça correspond également à une phase où les valvules auriculo-ventriculaires se ferment pour éviter un retour du sang en arrière. Parce que, comme on l'a appris, la circulation du sang se fait toujours dans un seul sens. Donc, unidirectionnel. Le sang ne peut pas faire de aller, de retour, ou bien, voilà, du va-et-vient. Donc, le sang ne circule que dans un seul sens. Et donc, cette circulation univoque ou unilatérale ou unisens est en fait imposée par justement ces valvules-là qui empêchent que le sang n'arrive ou ne retourne en arrière. Donc, c'est vrai qu'au niveau de B, on va remarquer, n'est-ce pas, la fin de la diastole auriculaire, on va dire diastole auriculaire, mais pendant ce temps-là où on a une diastole auriculaire, nous avons également une fermeture des valvules. OK? Donc, on va dire ici, événement qui se déroule. OK? Donc, on va dire en B, nous avons donc fin de la diastole auriculaire et on va dire fermeture des valvules auriculo-ventriculaires. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau du repère cette fois-ci C? En C, oui. Si on regarde la courbe, en C, nous avons quoi? Oui, Mohamed? remplissage du ventricule. Mieux que remplissage du ventricule, nous avons quoi? Oui, Massey? Systole ventriculaire. Voilà, donc nous avons ici une systole ventriculaire. OK? Donc, on va dire en C, nous avons une systole ventriculaire, mais aussi quoi? Donc, on va dire, on a ça, systole. Donc, comme événement, systole ventriculaire. Oui. Et quoi d'autre? Parce que quand on parle de systole ventriculaire, ça veut dire quoi? Donc, le ventricule expulse le sang vers les artères. Donc, ça, la systole. Or, pour que le ventricule expulse le sang vers les artères, il faudrait également, au niveau des artères, nous avons également des valvules. En l'occurrence, les valvules sigmoïdes. Et donc, parallèlement à l'activité de systole où le ventricule envoie le sang dans les artères, nous avons également comme comportement au niveau du cœur, n'est-ce pas, l'ouverture de ces valvules sigmoïdes. Parce que si les valvules sigmoïdes n'étaient pas
ouverte, le ventricule ne pourrait pas expulser le sang. Donc, le sang allait rester parce que donc, ce sont donc des systèmes de fermeture. Hein? Et donc, parallèlement à l'ouverture à la systole qui va se faire, on va noter en réalité une ouverture des valvules sigmoïdes qui vont permettre le sang d'arriver au niveau des artères. Donc, on va mettre ici systole ventriculaire plus ouverture des valvules sigmoïdes. Donc, je rappelle que les valvules sigmoïdes sont les valvules qui se trouvent, n'est-ce pas, au niveau des artères et qui permettent donc de fermer et d'ouvrir. Maintenant, en D, nous avons quoi? En D, oui, Mohamed? Ouverture des? Fermeture. Très bien. On a donc la fermeture des valvules sigmoïdes. Parce que là aussi, si le sang, n'est-ce pas, est expulsé, comme j'ai dit, pour éviter le retour en arrière, n'est-ce pas, du sang qui était déjà au niveau des artères, il faut fermer les artères. Comment on va les fermer? Toujours par ces valvules qui étaient ouvertes tout à l'heure. Donc, on va maintenant les fermer pour empêcher que le sang n'arrive en arrière. Oui, Abdoukan voulait dire que... Bon, je vois la main de Soumaré, Mohamed et de Massey. Bon, on va commencer par Mohamed. Et diastole générale. Non, pas diastole générale à ce niveau-là, parce que regardez la flèche, on n'est pas encore arrivé, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ce n'est pas encore fini. Hein? Oui, Massey. Décontraction des ventricules. Comment? Décontraction des ventricules. Voilà, donc les ventricules ont commencé à se décontracter, les ventricules ont commencé à se relâcher. Et donc, et comme vous le voyez, le relâchement va finir en réalité au niveau de E. OK? Donc, on va dire fermeture des valvules sigmoïdes et début de relâchement des ventricules. OK. Et enfin, en E, nous avons quoi ici? Maintenant, regardez, en E, nous avons terminé complètement l'activité ventriculaire. OK? Maintenant, entre E et F, parce qu'on a dit tout à l'heure que le phénomène recommençait à F. Donc, pour avoir un cycle complet. Mais durant cette phase-là où, n'est-ce pas, on est à E, avant qu'on arrive à F, qui correspond au moment où l'oreillette commence à faire la systole, nous avons quoi? Repos cardiaque. Voilà, on a un repos général en réalité, à ce moment-là. OK? Mais quand on a ce repos généralisé, qui commence à partir de E, qu'est-ce qui se passe au niveau oreillette? Les oreillettes se remplissent de sang. Et maintenant, pour que les oreillettes se remplissent de sang, il faut faire quoi? Bon, je note d'abord en E. Donc, on a un repos général. Oui. OK. Et quand on a ce repos général, OK, qu'est-ce qui se passe au niveau? L'ouverture des valvules. OK, des valvules. Voilà. On a aussi l'ouverture des valvules auriculo-ventriculaires. Et ouverture des valvules auriculo-ventriculaires. Donc, voilà, chers élèves, ce qu'on peut donc noter en termes d'événements, n'est-ce pas, qu'on peut voir, n'est-ce pas, durant ces moments que sont B, C, B, C, D et E. OK. Maintenant, on va avancer. On demande maintenant d'utiliser les lettres placées sur l'axe des abscisses, X, l'axe X, pour repérer, OK, les différentes phases d'un cycle et de les nommer. Donc, on va dire 3,
les différentes phases et non des différentes phases et non, on va dire. Différentes phases et non. OK, maintenant, quelles sont ces phases-là? Donc, si on utilise les lettres de l'axe X, A, B, C, D. Oui, quelqu'un? Rapidement. Oui, Marseille. ABC, ABC. A, B, C. A, B, C correspondrait à quoi? À l'activité des horaires. Bon, est-ce qu'on peut inclure C? Non. Non. Donc, plutôt quoi? AB. AB. Voilà, on va dire Oui. AB, activité des oreillettes. Donc, ça s'arrête à B. Donc, on va dire phase AB égale activité des oreillettes. OK? Après, quelle phase on peut avoir ici? BC. OK. BC et quoi? BC et BC et D. voilà, BC, D. Oui. Hein? Jusqu'à même E, hein, je pense. Hein? On va dire B, C, hein? B, C. Donc, phase B, C. Et quoi? C, D. D et D, D, E. Oui. Et là, on aura quoi? L'activité l'activité Ventriculaire. ventriculaire. Donc, activité des ventricules. C'est bon? OK. Et enfin, quelle phase qui manque ici? E? FG. E. Non, pas G. Ici, on va à G, on tombe encore sur un autre cycle. Oui, oui, EF. Voilà, donc EF. Donc, on va dire phase EF. Et ça correspondrait à quoi? Voilà. Les contractions des ventricules. Repos. Non, on va dire quoi? EF, ça correspondrait à quoi? Le repos. Voilà, au repos. Des ventricules. Au repos général. Les repos général, oui. Voilà, hein? Ou, on va dire diastole. Diastole général. Diastole général. Donc voilà, ici, n'est-ce pas, par rapport à ces phases et par rapport aux différents noms qu'on peut donner. Donc, on va avancer rapidement. Maintenant, quatrième question, on dit en utilisant tous les renseignements apportés par les enregistrements A et B du document 1, on demande d'expliquer le trajet du sang dans le cœur en utilisant le jeu des valvules, les bruits du cœur observés et les variations de la pression. Donc, ici, on est à la quatrième question. Donc, on va dire quoi? Trajet du sang. Donc, trajet du sang. Donc, pour ce trajet, on nous demande d'utiliser le jeu des valvules, les bruits du cœur et la variation de la pression. Et donc, pour les pressions, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le document, donc vous avez la pression intra-aortique, vous avez la pression intraventriculaire, vous avez également la pression intra-auriculaire. OK? Maintenant, comment on va donc définir le trajet du sang? Oui, on sait que d'abord, on a une systole auriculaire. Donc, quand on a un système auriculaire, qu'est-ce qui se passe? Le sang
Bon, on va démarrer parce qu'on a dit tout à l'heure, on a AB, c'est l'activité auriculaire ou activité des oreillettes. Donc, on sait que dans cette activité des oreillettes, nous avons d'abord la phase de systole auriculaire, donc la première courbe, la première branche. Or, quand il y a systole auriculaire, le sang est expulsé dans les ventricules. On est d'accord? Oui. Donc, on va commencer par ça. Ouais. Donc, on va dire d'abord systole auriculaire. OK? Maintenant, quand on a la systole auriculaire, le sang passe dans les ventricules. OK? Et maintenant, quand le sang passe dans les ventricules, qu'est-ce qui se passe au niveau pression? Qu'est-ce qu'on constate au niveau de la pression? Si on regarde les courbes, les pressions là, pression intra-aortique, pression intraventriculaire, pression intra-auriculaire. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on peut dire? La pression Diminue. Quelle pression qui diminue ici? Intra-aortique. Intra-aortique. Aortique. Ouais. Oui, mais là, on sait que quand il y a systole auriculaire, le sang passe dans le ventricule. Maintenant, il serait beaucoup plus intéressant de comparer la pression ventriculaire et la pression auriculaire. Qu'est-ce qu'on constate? Regardez bien la courbe. Oui, Can? Soumaré, oui. La pression auriculaire est plus importante que la pression ventriculaire. La pression auriculaire est plus supérieure à la pression ventriculaire. Est-ce que tout le monde a vu ça? Si vous regardez bien la courbe, donc si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas voir. Donc, si on regarde pendant la phase de systole ou pendant l'activité auriculaire, on voit que la pression, n'est-ce pas, intra-auriculaire est supérieure à la pression intraventriculaire. Oui. On voit ça? Voilà. Donc, on va dire systole auriculaire avec la pression intra-auriculaire supérieure à celle intraventriculaire. C'est bon? OK. Maintenant, après, qu'est-ce qui se passe? On voit que la pression intraventriculaire va devenir après plus élevée que la pression intra-auriculaire. Vous avez vu la courbe? Hein? Oui. Voilà. Et quand on a cette situation-là où la pression intraventriculaire est supérieure à la pression intra-auriculaire, on a un bruit qu'on va enregistrer en bas. Donc, la courbe de bruit là. Vous avez vu? Oui. Voilà. Et ce bruit-là, c'est quel bruit qu'on va entendre? Toum. Toum. Voilà. Donc, on va entendre Toum. un toum. Et donc, on va dire, voilà. Okay. Quand la pression intraventriculaire est supérieure à celle intra-auriculaire,
OK? Il y a d'abord quoi? Il y a, comme on a dit tout à l'heure, donc par le jeu, maintenant, on convoque le jeu des valvules. Qu'est-ce qui se passe au niveau valvule? On aura la fermeture des valvules. Des valvules auriculo-ventriculaires pour éviter que le sang ne retourne en arrière. OK? Et on entend, donc là, c'est au niveau bruit, et on entend un toum. Donc voilà, donc au niveau, n'est-ce pas, phonogramme. Donc au niveau du phonogramme, donc au niveau, n'est-ce pas, bruit, donc on va entendre donc un toum. Donc voilà ce qui va se passer, n'est-ce pas, quand on a, n'est-ce pas, d'abord la systole auriculaire. Donc ensuite, n'est-ce pas, nous avons au niveau ventriculaire, n'est-ce pas, une systole qui va être accompagnée par la fermeture, n'est-ce pas, des valvules, mais également un bruit qu'on va entendre, donc, qui va donner un toum. Maintenant, la phase, bon, si on revient un peu attendez. Voilà, c'est bon, on remonte un peu, c'est bon. OK. Donc, on continue. Maintenant, si on est à la phase, n'est-ce pas, BC. BC. Bon, on a dit BC, on a la fermeture des valvules. Bon, le sang reste dans les ventricules, mais après, il est expulsé. Maintenant, si on est à la phase CD, donc CD, si on regarde, on voit donc que la pression intraventriculaire par rapport à la pression aortique, qu'est-ce qui se passe? Oui, si on compare par rapport à la pression intra-aortique, pression intraventriculaire et pression intra-aortique. La pression intra-aortique est supérieure à celle d'intraventriculaire. Non, est-ce que c'est supérieur? Regardez bien. Si on est à la phase CD, la phase CD, c'est plutôt le contraire. Oui, C'est la oui. pression, hein? C'est la pression, Intra-auriculaire. voilà, c'est la pression n'est-ce pas, ventriculaire, qui est supérieure par rapport à la pression intra-aortique. Parce que si vous regardez bien, la pression intra-aortique est un peu en bas. Et ceci a une incidence. L'incidence, c'est quoi? Justement, c'est que ça qui va permettre donc l'ouverture des valvules sigmoïdes. Parce que n'oublions pas que le ventricule va expulser le sang dans les artères. Maintenant, donc, pour expulser le sang dans les artères, il faudrait que la pression ventriculaire soit supérieure à la pression aortique. Parce que toujours le sang va passer milieu de forte pression vers milieu de faible pression. Toujours forte pression, faible pression. Donc, pour que le sang qui était dans le ventricule quitte pour aller dans les artères, il faut que la pression intraventriculaire soit supérieure à la pression intra-aortique. Ce qui permet donc le sang de passer dans les artères. Mais ce passage dans les artères aussi sera favorisé par l'ouverture des valvules sigmoïdes. Parce que, comme on a dit tantôt, ces valvules-là étaient à la limite, n'est-ce pas, des artères et qui empêchaient, une fois le sang dans l'artère, de retourner en arrière. Mais à ce moment-là où la pression intraventriculaire est supérieure à la pression intra-aortique, il faut nécessairement que, n'est-ce pas, les valvules sigmoïdes s'ouvrent pour que le sang puisse passer. Est-ce que tout le monde me suit? Oui. Oui. C'est bon. Donc, on va dire ça. Donc, quand la pression, on va dire,
intraventriculaire est supérieure à celle intra-aortique, donc le sang est expulsé dans les artères et les valvules sigmoïdes sont ouvertes. Donc, les valvules sont ouvertes. OK? Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, on voit que quand la pression intra-aortique maintenant devient supérieure à la pression intraventriculaire, dans ce cas, les valvules vont se fermer. OK? Et à ce moment précis, n'est-ce pas? On va voir quoi? On va entendre un deuxième bruit, hein, qui va donner donc un tac. tac. Donc, un bruit court, contrairement au toum qui est long. Donc, on va avoir un bruit court, donc tac. Et en ce moment-là, on va voir qu'en réalité, ça correspond au moment où la pression intra-aortique va être supérieure par rapport à la pression intraventriculaire. C'est bon? Oui. OK. Donc, on va noter. Quand la pression intra-aortique est supérieure à celle intraventriculaire, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, les valvules sigmoïdes vont se fermer. Voilà, se ferment. OK. Et on entend un deuxième bruit, tac. C'est bon? Donc voilà. Donc comment, n'est-ce pas, le sang va se comporter. Et quand il y a cette fermeture, comme j'ai dit tout à l'heure, le sang ne peut plus revenir en arrière. Donc toujours, ce qui va imposer un sens unique, n'est-ce pas, de circulation du sang. Donc le sang ne peut pas faire du aller et retour. Toujours dans un seul sens. Et maintenant, après ce bruit, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans une phase de diastole. Et maintenant, quand on a cette diastole-là, le sang va passivement, n'est-ce pas, venir dans l'oreillette. Et ça aussi correspond, n'est-ce pas, à, comme on a dit, l'ouverture des valvules auriculo-ventriculaires. C'est bon? Donc, on va dire diastole. Point. Le sang entre passivement dans les oreillettes. OK? Et maintenant, et quand la pression intra-auriculaire est supérieure à celle des ventricules, qu'est-ce qui se passe? Les valvules auriculo-ventriculaires
s'ouvre. Voilà. Donc, voilà, chers élèves, donc comment les choses, n'est-ce pas, vont un peu fonctionner par rapport donc à la circulation du sang, par rapport à l'activité ou le comportement des valvules, mais également par rapport au bruit du cœur. Donc, ces bruits sont de deux types. Donc, un bruit qui est long, donc un toum, et un bruit qui est court, n'est-ce pas, un tac. So. Maintenant, on va avancer s'il n'y a pas de questions. Donc, cinquièmement, on demande maintenant à la question 5, donc, d'analyser le tracé de la courbe C en précisant quel événement correspond à chaque onde. Donc, cette fois-ci, on nous donne donc l'électrocardiogramme. Donc, comme vous le voyez, chers élèves, nous avons plusieurs ondes, les ondes P, Q, R, S, T, donc qui sont représentées. Maintenant, ici, ce qu'on nous demande, c'est d'analyser le tracé, mais également en précisant à quel événement correspond chaque onde. Donc, on va dire analyse en précisant les types d'ondes, ou bien en précisant les événements correspondant, en précisant les événements correspondant aux ondes, en précisant les événements donc, on va reprendre. En précisant les événements correspondant aux ondes. Maintenant, je vous pose la question. Donc, si on regarde ces ondes, donc, nous avons, comme on a dit, l'onde P. L'onde P correspond à quel événement? Oui, Nogay? Ici, on peut dire que l'onde P coïncide avec la systole auriculaire. La systole auriculaire. Oui. Puis, Oui. Ou bien, oui. Marseille. dépolarisation des oreilles. Donc, dépolarisation de l'oreillette. Voilà, maintenant, quand on dit la dépolarisation, je rappelle ici que quand on parle de dépolarisation, ce sont des phases de contraction. Quand on parle de repolarisation, ce sont des phases de décontraction. Donc ici, si on regarde bien, l'onde P correspond au moment où on a une systole, une contraction. Donc, ce sont des phases de dépolarisation de l'oreillette. Donc, on va dire onde P. Systole. Voilà. Donc, phase de dépolarisation des oreillettes. Okay. Maintenant, après, qu'est-ce qui va suivre? Bon, ici, les ondes Q, R, S sont généralement pris globalement. C'est-à-dire, on ne va pas dire Q seulement, ou R seulement, ou S. Donc, souvent, on parle tout le paquet. Donc, QRS. OK? QRS. Donc, on va dire les ondes QRS. Et ces ondes correspondent à quoi? À quelle phase? Au systole auriculaire. Voilà, donc ça correspond également à systole, pas auriculaire, mais plutôt Ventriculaire. ventriculaire. Donc ça correspond aussi, on va dire, phase de dépolarisation du ventricule. Phase de dépolarisation du ventricule. Voilà. Et enfin, nous avons
l'onde T qui correspond à quoi? Oui, Amadou. La repolarisation des particules. Voilà, donc ça correspond à la repolarisation. Donc, phase de repolarisation du ventricule. OK. Donc, voilà. Monsieur, Oui. ici, on peut dire que l'onde T coïncide avec la diastole générale. Pas la diastole générale, parce que la diastole générale, c'est tout le cœur qui est en fait impliqué, c'est-à-dire aussi bien les oreillettes que le ventricule ou que les ventricules. Mais ici, l'onde T spécifiquement, donc c'est par rapport au ventricule. Hein, c'est par rapport au ventricule. Donc, ça correspond en réalité à une repolarisation du ventricule. Bon, en réalité, pour la diastole générale, bon, on a aussi une onde bon, qui n'a pas été représentée ici, donc on appelle l'onde U. Donc, souvent, on ne parle pas de l'onde U. Donc, souvent, on parle juste de ces ondes-là, P, Q, R, S, T. Mais en réalité, on peut également trouver une autre qu'on appelle donc l'onde U. Mais spécifiquement, ce qu'on a donné dans le document, donc c'est P, Q, R, S, T. Et T correspond en réalité à la phase de repolarisation du ventricule. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Donc, on continue. Maintenant, à la 6e question, donc on nous demande, ou on nous dit, un cœur de mammifère bat normalement selon un rythme de 80-90 battements par minute. Voilà, maintenant, on en vient à l'automatisme en tant que tel. Si l'on isole ce cœur en supprimant toutes les connexions nerveuses, mais en le perfusant, le cœur continue à battre, mais à un rythme de 135-150 battements par minute. Donc, on demande d'analyser l'expérience, de préciser la caractéristique du fonctionnement cardiaque mise en évidence. Et enfin, de nommer le tissu responsable de cette caractéristique. Donc, on va dire d'abord analyse et caractéristiques du fonctionnement cardiaque. Maintenant, pour l'analyse, qui va se lancer? Qui va nous faire une analyse? Donc, qui va analyser? Qui va essayer d'analyser? Donc ici, on nous a donné quoi? Une analyse d'expérience. Maintenant, retenez, chers élèves, quand on vous demande, n'est-ce pas, d'analyser une expérience, ce qu'il faut surtout éviter, c'est en fait la paraphrase. Donc, il ne faut pas paraphraser. OK? Maintenant, on peut dire les choses d'une autre façon, en évitant de paraphraser. Parce que généralement, quand on demande de faire une analyse d'expérience, ce n'est pas la même chose que quand on demande de faire une analyse de résultats obtenus, une analyse de courbe et autres, par exemple. Donc, parce que déjà, les éléments de l'analyse, dans ce cas-là, sont déjà dans l'expérience donnée. Maintenant, c'est à vous de dire les choses d'une certaine manière ou bien d'une autre manière. Donc, en évitant vraiment de faire une paraphrase. Donc, je répète encore. Qu'est-ce qu'on a fait? On dit que un cœur de mammifère bat normalement selon un rythme de 80 à 90 battements par minute. Normalement. Mais quand on dit bat normalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi si on dit normalement? Ça sous-entend quoi? Le battement moyen. Le battement? S'il est dans les conditions normales.
Oui, mais justement, c'est quoi ces conditions normales? Justement, c'est ça le sens de la question, justement. C'est quoi ces conditions normales, d'après vous? Donc, un cœur de mammifère bat normalement selon un rythme de 80-90 battements par minute. Donc, c'est... Oui? C'est quoi ici normalement, d'après vous? Naturel. Oui, mais naturel, d'accord. Mais naturel, là, vous êtes en train de jouer au plus malin, au plus fin. Naturel, ça veut dire quoi, concrètement? Et pourtant, oui, c'est simple, hein, c'est pas compliqué. Énervé. Dans le Très, très bien, énervé. Donc, ça dit que dans les conditions d'énervation, justement. Donc, si on garde toutes les connexions nerveuses de ce cœur-là, si vous voulez, dans les conditions in situ, in situ. Donc, si on est dans une condition in situ, ce sont les conditions normales. Maintenant, ce cœur-là a tendance à battre avec une fréquence de 80-90. Par contre, si on l'isole, OK, en faisant quoi? En supprimant toutes les connexions nerveuses, qu'est-ce qui va se passer? Mais en le perfusant, bien entendu, le cœur ou ce cœur va non seulement continuer à battre, mais il va le faire avec un rythme beaucoup plus élevé. 135, 150. C'est ça l'analyse. Donc, on va dire quoi pour analyser? Bon, je l'ai dit pourtant. Donc, on va dire quoi? In situ, oui, Mohamed? un cœur énervé Uh-huh. bat à un rythme moyen de Oui, 70 à 80 par minute. oui. Alors que Alors que si, si si il on le est met dans, hors de l'organisme, oui, si il est hors de l'organisme, continue à battre, mais avec un rythme beaucoup plus élevé, élevé. C'est justement ça. Hmm? Voilà. Donc, reprends. Tu disais un un cœur, oui. énervé bat à un rythme normal de Donc, 70 un à cœur 80. énervé bat à un rythme normal, on va dire moyen. C'est ça, non? Oui, oui. Moyen, virgule, entre, on va même préciser, 80 et 90 battements par minute. Point. Mais lorsqu'il est hors de l'organisme, en parenthèse, sans aucune connexion nerveuse, virgule, il bat toujours, mais à un rythme plus élevé. Voilà, plus élevé, on peut même préciser, plus élevé entre 135 et 150
battements par minute. Donc, voyez. Donc, je répète encore. Quand on vous donne une analyse d'expérience, toujours ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est je vais éviter de paraphraser. Donc, je vais dire les choses d'une autre façon, n'est-ce pas, en évitant au max de paraphraser ce qui a été déjà dit. Donc, on le dit, mais d'une autre façon, tout simplement. C'est bon? Donc, voilà, n'est-ce pas, pour l'analyse. Maintenant, à partir de ça, donc, on me demande de tirer une caractéristique du fonctionnement cardiaque. Donc, ici, c'est quoi la caractéristique? C'est quoi ici la caractéristique? Oui, Nogay? On peut dire ici que les battements du cœur ne dépendent pas des centres nerveux ou de l'organisme. Oui, très bien. Mais en termes plus simples et plus... Voilà. En termes plus simples. Que le cœur est autonome. Très bien. Que le cœur... Ici, on met en évidence l'autonomie du cœur en réalité. Ça qui est... Donc, toujours, les termes qui sont consacrés à un phénomène, il faut toujours le sortir. Parce que ce qu'on veut, c'est vrai que ce que Nogay a dit, c'est vrai. Mais ce qui est vraiment attendu, le mot, le terme, c'est ça le plus important. Ça, il faut y aller. Donc ici, ce qu'on veut sortir, c'est le terme automatique, c'est le terme autonome. Ouais. C'est bon, ça qu'il faut toujours sortir. OK? Donc, on va dire quoi? Donc, on peut en déduire. Est capable de fonctionner de façon autonome. Donc, voilà. Donc, ce mot-là, il faut le sortir. Donc, c'est ça qui est vraiment captivant ici. Donc, le terme autonome, automatique, indépendant. C'est bon? OK. Maintenant, donc, ça qui a été mis en évidence, la capacité du cœur à fonctionner de façon autonome. Bon, si vous voulez aussi, 2 points, le cœur est doué d'automatisme. Le cœur, bon, je vais écrire bien. Le cœur est doué d'automatisme. Bon, on va accélérer un peu, il reste quelques minutes. Maintenant, nomme le tissu responsable. Ici, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est quoi ce tissu responsable? Le tissu nodal. C'est le tissu nodal. C'est le tissu nodal. OK? Et maintenant, après, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous demande? Ce tissu est localisé sur le schéma du document 2. Indique sur la copie les noms des parties repérées par les numéros 1A à 4. Donc ici, on demande en fait de faire une annotation. Donc l'annotation. Et comme vous le voyez, au niveau de l'annotation, donc ce sont des choses que vous connaissez normalement. Donc 1, c'est quoi le 1? C'est le nœud. Sinusal. C'est le nœud sinusal. Voilà, Oui. le nœud sinusal. 2, on a le nœud Septal. septal. OK. 3, nous avons le Faisceau de His. faisceau de His. Et 4, nous avons le réseau de Purkinje. Réseau de Purkinje. OK. Et dernière question, on dit, une autre expérience a été réalisée sur un cœur de chien dénervé et perfusé pour mettre en évidence
une autre caractéristique de ce tissu. On détruit l'élément 1 du document 2, les heures et les ventricules cessent de battre, puis les 4 cavités reprennent leur contraction et battent simultanément à un rythme ralenti. On demande d'analyser l'expérience présentée et de tirer une déduction. Donc, 8 plutôt. On va mettre analyse et déduction. OK. Maintenant, qui peut analyser? Toujours, hein, on est dans les expériences. On va dire quoi? Oui, qui va analyser? Oui, qui va se lancer rapidement? Personne. Donc, on y va. Donc, vous notez, on va dire donc que la destruction, on peut le nommer, du nœud, donc directement, on le nomme, on le connaît. La destruction du nœud sinusal entraîne Le battement du cœur. voilà, l'arrêt du battement auriculaire et ventriculaire qui peuvent reprendre, mais de façon ralentie. Voilà. Mais de façon ralentie. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on peut donc tirer comme déduction? Oui, Mohamed ou Nogay? Ici, on peut dire que le tissu nodal conduit l'extension dans le cœur. Le tissu? Le tissu nodal. Non, ce n'est pas le tissu nodal. Ici, de façon très précise, c'est un élément du tissu nodal qui a été détruit. Et ça a eu les conséquences que ça a eu. Oui, Ahmadou? On peut dire le nœud sinusal contrôle le rythme normal du cœur. Voilà. Donc, que le nœud sinusal est autrement dit, Le pacemaker. très bien. Donc, toujours, encore une fois, il faut sortir les termes, c'est important. Donc, ici, la déduction, c'est que le nœud sinusal, donc déduction, le nœud sinusal et le pacemaker responsable pacemaker responsable du rythme cardiaque. Voilà. Donc voilà, chers élèves, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, donc par rapport à l'automatisme. Mais comme vous l'avez constaté, c'est en fait un exercice qui ne parle pas que d'automatisme, mais qui est revenu un peu sur, n'est-ce pas, les aspects de circulation et de fonctionnement du cœur. Et comme vous le savez, ce fonctionnement-là se fait de façon cyclique, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, ce qu'on appelle donc des révolutions. Donc, ces révolutions cardiaques qui constituent donc, ou bien qui sont conçues par les activités auriculaires suivies des activités ventriculaires. Mais au-delà des activités auriculaires ventriculaires, au niveau du cœur, on peut également noter les bruits que le cœur fait, donc les phénomènes acoustiques. Et donc, on a essayé de mettre en parallèle, n'est-ce pas, ce fonctionnement-là avec donc les phénomènes acoustiques du cœur.
Mais en plus de cela aussi, on a évoqué, n'est-ce pas, les questions électriques du cœur, donc avec les ondes. Et finalement, on est arrivé à l'automatisme cardiaque qui, comme on l'a vu, est en fait l'œuvre, n'est-ce pas, d'un tissu spécial, donc appelé le tissu nodal, qui, comme tout le monde le sait, est constitué par le nœud sinusal, le nœud septal, les faisceaux de His et le réseau de Purkinje. Et donc, parmi les éléments de ce tissu nodal, on a vu que c'est le nœud sinusal qui est l'élément central, car c'est lui qui va imposer son rythme à l'ensemble du cœur. Donc, autrement dit, c'est lui qui est le pacemaker. Donc, c'est lui qui sera à l'origine, en réalité, de l'activité globale du cœur qu'on va noter au niveau des oreillettes, qu'on va noter au niveau des ventricules. Donc, voilà donc, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Et donc, je vous remercie d'avoir bien vouloir assister, n'est-ce pas, à cette séance d'aujourd'hui sur l'automatisme cardiaque. Maintenant, je ne sais pas si vous avez, n'est-ce pas, des appréciations par rapport à ce cours et surtout aussi ce que vous aimeriez qu'on aborde la prochaine fois ou dans les prochains jours. Merci beaucoup. Je parviens à l'automatisme cardiaque. Merci encore. OK. Bon, on me fait savoir également que vous pouvez laisser vos numéros de téléphone sur sur la messagerie. Bon, comme ça, la prochaine fois, donc, les équipes techniques pourront vous envoyer directement des messages de rappel et certainement vous donner également l'agenda pour ceux qui peut-être risquent d'oublier, par exemple. Voilà. Et donc, demain également, nous avons mathématiques, n'est-ce pas, sur les primitives et les équations. C'est entre 11h et 13h le dimanche. Donc, dans l'après-midi aussi, vous avez mathématiques avec M. Baldé sur les suites numériques. Là, c'est entre 16h et 18h. Voilà. Et le lundi également, donc, vous avez un cours de philosophie sur la méthodologie du commentaire. Donc, le lundi à partir de 19h, 20h. Donc, de toute façon, laissez donc les messages, n'est-ce pas? Comme ça, ils vont vous faire donc des rappels. Donc, vous allez donc à bien donc assister au cours. Voilà. Ok, merci. OK. Et bon courage.